Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle et au design des tracteurs. Et puis on fera aussi un point sur les moissons en France. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut mes petits canards en sucre, j'espère que les moissons qui se préparent annoncent du lourd pour vous. Ça tombe bien, on dégage les premières tendances dans ce numéro. Certains passent leur nuit dans les bars de luxe parisiens à échanger avec les plus grands artistes. Nous, c'est au bureau avec des intelligences artificielles, on fait ce qu'on peut. Et on a tiré un petit sujet sur ce que Midjourney pouvait apporter au design des tracteurs du futur. Et dans notre sac, on a quelques restes des innovations présentes au Cultural, un point rugby, et oui, dans Power Boost, faut s'attendre à tout. Et prenez garde, la question qui tue s'est encore invitée dans le programme, alors barricadez-vous. Et tout ça, ça arrive après une dose de news. Bisous. C'est une tendance, les tracteurs dont la tranche de puissance est comprise entre 300 et 350 chevaux augmentent chaque année leur part de marché. C'est sans doute dans cette optique que Casiache étend sa gamme Optum avec le 340 CVX Drive, développant une puissance de 340 chevaux contre 270 et 300 chevaux pour les versions précédentes. L'Optum 340 CVX Drive sera présenté en public lors des salons d'automne 2023, successivement à Innovagri, au sommet de l'élevage, puis au salon des ETA. Cette semaine, l'écologie radicale a été au cœur de l'actualité. Pour comprendre le fonctionnement de ces écologistes radicaux, leur impact et comment agir contre ces structures, faites appel à notre duo d'experts pour vos AG. Contactez dès à présent TV Agri dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou par mail à hugo.roger@tvagri.com. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais quelle sera la part de cette nouvelle technologie dans le design des tracteurs du futur? C'est la question que nous nous sommes posée. On ne l'apprend à personne, chez Power Boost, on est fan des nouvelles technologies. Du coup, on ne pouvait pas passer à côté des intelligences artificielles particulièrement en vogue en ce moment. C'est pourquoi on a passé une soirée avec Midjourney, cette fameuse IA capable de générer des images à partir de quelques mots-clés. Objectif, imaginer les machines les plus farfelues qui soient et aussi voir un petit peu ce que le logiciel a dans le ventre. Alors on a voulu lui faire imaginer diverses machines agricoles. Et premier constat, eh bien ça reste une machine qui tient le pinceau, avec ce que ça implique d'imperfection sur la compréhension des matériels agricoles. Par exemple, ça, c'est une moissonneuse-batteuse du futur. Sans barre de coupe, c'est original. Et il nous a aussi proposé ce modèle, et je connais pas le futur, mais je suis à peu près sûr que ça, c'est juste un tank qui bousille les blés. Midjourney semble ne pas prendre en compte l'écriture, donc quand on veut lui faire un tracteur Massey Ferguson, on se retrouve avec cette marque au nom imprononçable. Et si on cherche un logo pour notre émission, il faut juste qu'on renomme l'émission en fait. Mais on ne va pas cracher dans la soupe, ce logiciel est impressionnant et génial. Quand on lui demande de reprendre les marques des constructeurs pour les mettre à sa sauce, il repère les codes couleurs et les retranscrit dans ses créations. Allez, je suis sûr que vous pouvez deviner quelle marque on a mentionné pour générer ces dessins. Et surtout, avec un peu de fantaisie, on peut décliner des tracteurs sous toutes les formes possibles. Voilà une création Star Warsienne, si vous me permettez le mot. Un tracteur médiéval et steampunk, un autre à la Léonard de Vinci, bref, avouez qu'on a envie de monter dedans juste pour prendre un selfie. Ce qu'on déduit de cette rencontre avec Midjourney, c'est que non, Midjourney n'a pas des notions assez poussées pour comprendre le fonctionnement d'un matériel agricole et innover. Enfin, pas encore. C'est avant tout destiné aux artistes, et s'il ne remplace pas l'œil humain, pas encore, il faut voir le logiciel comme une source d'inspiration dans laquelle, pourquoi pas, les designers de tracteurs pourraient piocher à l'avenir pour réimaginer nos machines. Affaire à suivre donc. Peut-on déjà dégager quelques tendances des moissons 2023? C'est la question que nous avons posée à Alexandre, qui est consultant chez Agritel. Et c'est parti pour la moisson 2023. Débutons par l'orge, puisque les moissons progressent plutôt rapidement avec les conditions climatiques sèches. Par exemple, dans le sud de la Loire, 80% des récoltes d'orge sont désormais réalisées. De quoi avoir des premières estimations de rendement ? Alors pour l'instant, on ne parle pas de niveau de production record. On a des premiers échos de rendement sur l'orge qui sont très corrects, qui sont autour de la moyenne, voire même un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pour l'instant pas record justement, avec notamment
la fin de cycle qui a été un petit peu accélérée par le sec du dernier mois. Et quelles seraient les premières estimations sur blé et colza? C'est encore plus le début, j'ai envie de dire, notamment sur la façade atlantique et peut-être sur le sud-ouest. Donc ce ne sont pas encore les principales régions de production. Donc on n'a pas vraiment pour l'instant d'idée sur les rendements précis. Quoi qu'il en soit, on a eu pas mal d'eau sur le sud-ouest ces derniers temps avec pas mal d'orages. Donc la qualité des récoltes sera à surveiller. Par contre, dans les autres zones de production, notamment sur le nord de la France, on a plutôt eu des conditions plutôt sèches sur le dernier mois qui ont peut-être aussi accéléré le cycle du blé. Ces conditions sèches, justement, ont pu affecter quelques zones intermédiaires où les terres ont été un petit peu plus superficielles. Je pense notamment à la Lorraine, à la Bourgogne ou à la région centre. Par contre, globalement, on s'attend à une récolte, pour l'instant, plutôt correcte, dans la moyenne, voire légèrement au-dessus de la moyenne. Mais il faut encore être prudent. Sur le blé, par exemple, à peine 2% des récoltes ont été réalisées à ce jour. Du coup, est-ce encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la qualité? Sur le blé, on n'a pas forcément d'idée à l'heure où on se parle. C'est vrai que les récoltes sont vraiment au tout début et surtout localisées plus dans le sud-ouest. Donc ça ne donne pas une vision à l'échelle française. Sur l'orge, on a un petit peu plus d'idées. On a justement des rendements qui sont assez corrects, assez satisfaisants. Par contre, les conditions sèches des dernières semaines ont affecté un petit peu la qualité. Notamment le sec a perturbé un petit peu le remplissage des grains et notamment le calibrage qui est un petit peu faible dans certaines régions sur les récoltes d'orge. Et pour conclure, quels sont les premiers retours sur les cultures de printemps? Alors sur les cultures de printemps, c'est vrai qu'on avait pas mal de craintes depuis un mois et depuis les semis, notamment sur le maïs et le tournesol. Le début du cycle de développement a quand même été difficile. Par contre, les orages de la semaine dernière et même des 2 dernières semaines, qui ont pu être hétérogènes selon les endroits, mais ont permis quand même un meilleur développement des cultures de maïs et de tournesol, qui rassure un petit peu plus. On vous l'avait dit, on est allé au Cultural et il nous restait un peu d'innovation en stock. Alors flashback, il y a 2 semaines de cela, à Congerville-Thionville. Vous voyez, je suis juste devant le X8 et il y a quelques évolutions et j'ai la meilleure personne pour m'en parler. Il s'agit de Justin. Justin, quoi de neuf sur cette nouvelle version? Bonjour Jean-Paul, alors sur l'X8 on a quelques évolutions notamment au niveau de la cabine. On a donc un éclairage 360 degrés, une nouvelle structure en cabine, c'est-à-dire qu'on a condamné notre porte latérale droite, on a fait un support de moniteur pour les utilisateurs, on a rigidifié notre porte latérale gauche pour pouvoir fermer et ouvrir plus facilement parce que c'est un tracteur qui est assez haut, assez gros. Et après derrière on a notre haillon arrière qui s'ouvre un peu plus grand que, on va dire, que la version précédente. Bon, Justin, tu sais que les équipes PowerBoost seront à l'Agritechnica. Je suis persuadé que sur le stand Argo, il y aura du nouveau sur les X8. Alors il y aura de l'évolution à présenter à l'Agritechnica, je pense sur l'X8 et sur l'X7 parce qu'on a beaucoup de choses à présenter sur la gamme Grande Culture. On a un gros pari à jouer que ce soit sur le marché européen, donc il y aura beaucoup d'évolution à ce moment-là et on sera ravis d'y être. Également les équipes Argo France et de présenter ce qu'on a présenté. Bon, allez, on ira te voir là-bas. À bientôt, ciao. Et un peu plus loin, c'est un autre stand qui avait tapé dans l'œil de Jean-Paul. Il y a des solutions pour savoir ce qui se passe réellement sur l'exploitation. Mathieu Carpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Aptimis. C'est vrai que vous avez un certain nombre d'outils qui permettent d'objectiver concrètement ce qui se passe sur l'exploitation. Exactement, on a aujourd'hui plusieurs solutions chez Aptimis qui nous permettent de mesurer automatiquement et sans aucune saisie à la fois le temps des hommes et du matériel agricole au sein de l'exploitation, production par production, et ceci sans rien à faire. Par exemple, notre application smartphone qui vient déterminer en fonction de l'endroit où se situe l'agriculteur l'atelier de production sur lequel il est en train de travailler, qui peut se décliner aussi sous le format d'un capteur si nécessaire si on ne veut pas utiliser son téléphone, et sous le format aussi de puces Bluetooth qui nous permettent de déterminer avec quel matériel est-ce qu'on est en train de travailler pour également quantifier le temps d'utilisation de la machine et également les surfaces travaillées. l'intérêt c'est de se rendre vraiment compte pour pouvoir agir après sur ces charges de la réalité de ce qui se passe. Par exemple, est-ce qu'il y a des situations qui vous semblent intéressantes à signaler? C'est exactement ça, en fait, on se rend compte qu'entre les estimations
l'estimation et la réalité, il y a des gaps qui sont énormes. Et ce qu'on peut voir, par exemple, un cas qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a pu observer que certaines cultures ont passé jusqu'à plus de 40% du temps à l'extérieur de la parcelle. Et pour le coup, ça s'est jamais pris en compte. Dans quel cadre? Notamment dans le cadre de blé tendre, sur la partie déplacement, sur la partie entretien du matériel, sur la partie également préparation du semoir ou de la semence. C'est des choses qui ne sont jamais prises en compte ou mal prises en compte. Et pour autant, ça représente des charges pour l'exploitation. Toute dernière question, on dit souvent que les agriculteurs travaillent beaucoup, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, dans plusieurs cas de figure, on peut avoir des agriculteurs qui travaillent jusqu'à plus de 80 heures par semaine en moyenne, ce qui est relativement énorme. À l'inverse, on peut avoir des agriculteurs qui travaillent beaucoup moins, mais en effet, on a vraiment des cas de figure où la somme peut venir assez haute. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Dans quelques semaines, c'est la Coupe du Monde de rugby et justement, nous avons voulu comprendre en rencontrant la nutritionniste de l'équipe de France de rugby quelles pouvaient être les relations entre alimentation et rugby. Les joueurs de rugby, c'est des bons vivants, ce sont souvent des personnes attachées au terroir, à leur département, Antoine Dupont, aux Hautes-Pyrénées par exemple. Est-ce qu'ils acceptent aujourd'hui de ne pas avoir forcément du plaisir et plutôt de cibler la performance? Ouais, il y a certaines valeurs du rugby, on est proche du terroir, il y a beaucoup de joueurs, des staffs aussi qui ont un lien avec le monde agricole. Et pour nous, cet aspect convivialité sociale de l'alimentation, cette composante-là est une composante qui est importante. On ne peut pas réduire l'alimentation aux effets physiologiques. D'où on est un groupe on va dire 60-70 personnes qui vivent ensemble pendant plusieurs semaines. On ne peut pas envisager de ne pas intégrer la composante sociale, conviviale de l'alimentation, plaisir. Alors, ça sous-entend que quand on mange seulement, on ne se fait pas plaisir. Non, c'est pas vrai. Nous, c'est un peu notre challenge de nutritionniste, c'est de faire des menus qui prennent en compte l'aspect santé, physiologique, mais qui soient aussi goûtus. En matière de circuit court, en fait, on est sur un sujet vraiment de structuration du monde alimentaire en passant des circuits longs à des circuits courts. Et ça implique beaucoup d'outils et de solutions à mettre en place, dont la nôtre, nous, on est sur les aspects logistiques, mais c'est aussi les aspects de création de structures de distribution, de marketplace, de réseau de distribution. Enfin voilà, c'est beaucoup d'acteurs qui ont besoin, chacun en fait, de se développer, de trouver des financements. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est de son côté et on n'arrive pas à structurer les actions. Et il y a peu d'acteurs finalement pour nous aider à structurer. Même finalement, les pouvoirs publics qui ont des vrais enjeux justement autour de ces problématiques de circuits courts sont complètement en millefeuille. C'est-à-dire qu'on a des collectivités territoriales à gauche, à droite, chacune essayant de porter son propre projet. On a du mal à se coordonner, on a du mal à savoir quoi faire de l'argent dont ils disposent. Et pourtant, en fait, tous ensemble, j'en suis sûr qu'on peut vraiment apporter des solutions qui vont vraiment accompagner l'alimentation vers une nouvelle direction, un nouvel horizon. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On va prendre quelques semaines de vacances et on se retrouve au mois d'août. Je vous souhaite d'excellentes moissons.